Alors, qu'est-ce que c'est que la mastocytose? C'est une maladie qui se caractérise par l'accumulation d'une cellule particulière qui s'appelle le mastocyte. Le mastocyte qu'on trouve un peu dans tous les tissus de l'organisme, que ce soit dans la peau, le tube digestif, l'os, le cerveau, il est un peu partout. On le connaît un petit peu, le mastocyte, pour ses manifestations habituelles, qui sont ce qu'on appelle les manifestations allergiques. Les patients qui ont de l'asthme, qui ont de l'eczéma, qui ont de l'urticaire, c'est lié à l'activation de ces cellules qui libèrent des produits qui sont à l'intérieur, qu'on appelle des médiateurs, comme l'histamine par exemple, qui vont déclencher la contraction des bronches, qui vont déclencher l'eczéma et l'urticaire. Alors, dans la mastocytose, on distingue, on va dire principalement, trois grandes formes. Les formes que j'appellerais pédiatriques, les formes dites de l'adulte, et dans les formes de l'adulte, il y a deux grandes formes, les formes qu'on appelle indolentes et les formes qu'on appelle avancées. Si on prend la forme dite indolente, comment on va la caractériser et quels sont les symptômes qu'on voit chez les patients? Alors, dans la plupart des cas, très souvent, c'est déclaré par des boutons qui apparaissent sur la peau qu'on appelait l'urticaire pigmentaire. Il y a aussi, assez classiquement, ce qu'on appelle une intolérance au gluten. Alors ça, c'est quelque chose d'un petit peu flou. Ces patients qui n'ont pas de maladie cœliaque, mais quand ils mangent du gluten, ça va activer les mastocytes et ça va donner tous les symptômes digestifs. Troisième chose qui est importante chez les patients, c'est ce qu'on appelle, et qu'on a beaucoup travaillé dessus dans le centre de référence, c'est les troubles que j'appellerais de la sphère psychiatrique et de la sphère neurologique. Des patients qui souffrent de troubles cognitifs, troubles de la mémoire, troubles de la concentration et qui parfois ne peuvent plus travailler à cause de ça. Autre aspect qui est important dans ces formes indolentes, c'est les troubles osseux. Osseux parce qu'il y a une ostéoporose qui peut s'installer sur le temps, même chez des hommes jeunes. Et ça, c'est extrêmement important parce que si on ne les prévient pas, à l'âge de 40 ans, c'est des gens qui vont faire des fractures, comme quelqu'un qui a 80 ans et qui a l'ostéoporose idiopathique, on va dire. Et ce qui est important de faire le diagnostic précocement, c'est que les traitements par le calcium, la vitamine D, l'exercice physique et éventuellement les biphosphonates et d'autres traitements améliorent la masse osseuse très rapidement et on recouvre une masse osseuse qui arrive en normale. Et puis, les autres troubles, et là, qui peuvent être, même si c'est des formes indolentes et qu'on n'appelle pas agressives, qui peuvent être très dangereux, qui peuvent entraîner des décès chez les patients, c'est ce qu'on appelle des accidents aigus. Alors, quel type d'accident aigu? C'est des chocs anaphylactiques, un peu particuliers parce que dans le choc anaphylactique, habituellement, vous avez l'œdème de Kuhn, l'urticaire, et puis après, vous avez la tension qui diminue. Là, c'est parfois d'emblée, chute de tension brutale. Alors, ce qu'on appelait classiquement, vous voyez, l'hydrocution, par exemple, je ne serais pas étonné que beaucoup de ces patients aient des mastocytoses. C'est l'activation des mastocytes tout d'un coup, et ils font le choc et ils meurent. Les piqûres d'insectes, d'abeilles et de guêpes, c'est un mode de révélation classique de la mastocytose. Pour les patients qui n'ont pas de boutons, par exemple, ils sont piqués par une guêpe et ils vont faire un choc anaphylactique. Donc ça, c'est un peu l'ensemble des symptômes qu'on voit dans les formes indolentes. Alors, je dirais que j'ai d'abord eu des premiers symptômes qui paraissaient anodins dans l'enfance, des symptômes assez légers, par exemple parfois de l'urticaire quand je prenais un antibiotique, des douleurs digestives ou un petit asthme. Des symptômes qui arrivent un peu à tous les enfants. Et puis vers 20-25 ans, j'ai commencé à avoir des symptômes un peu plus importants, où là par exemple je faisais des malaises après les repas, avec des gros troubles digestifs. Et puis les plus gros symptômes sont venus vers 35 ans, où là j'ai eu des troubles neurologiques. D'abord j'ai perdu un peu la sensation de mon bras, donc j'ai eu un bilan neurologique. Là on s'est rendu compte que je manquais beaucoup de potassium, donc que j'avais une hypocalémie sévère. Et j'ai eu des symptômes rénaux. Ce qui s'est passé aussi à ce moment-là, c'est que j'ai commencé à avoir des symptômes plus diffus et assez divers. Par exemple des douleurs ostéo-articulaires, des douleurs musculaires, des flushs surtout après avoir fait un effort ou après avoir mangé un aliment, des malaises alimentaires très très violents. Et donc c'est là où j'ai été hospitalisée en médecine interne parce qu'on s'est dit que du coup il y avait probablement une maladie systémique derrière tout cela. Et en fait, progressivement, on a éliminé les diagnostics les uns après les autres. Ils ont finalement pensé à une pathologie mastocytaire, notamment parce qu'on a appris à ce moment-là qu'un membre de ma famille avait une mastocytose. Alors comment faire le diagnostic? Il faut faire un diagnostic qu'on appelle positif, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'il y a effectivement une accumulation de mastocytes dans un tissu. Alors en général, c'est dans la peau, c'est facile. On voit des agrégats de mastocytes, en général, il en faut plus de 25. Après, ce qui est important, c'est de voir s'il y en a dans les organes.
Et donc en général, on fait ce qu'on appelle une biopsie médulaire pour voir s'il n'y a pas des mastocytes dans la moelle. S'il y en a, on dit que c'est une mastocytose systémique. S'il n'y en a pas, on dit qu'elle est indolente. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a le diagnostic positif. Et maintenant, comment on dit que c'est indolent? Eh bien, ça, c'est simple, hein. On regarde la numération. Si elle est normale, il n'y a pas de cytopénie. Voilà. Le foie, il n'y a pas de cholestase, il n'y a pas d'augmentation des PL, il n'y a pas d'augmentation de la bilirubine, il n'y a pas d'insuffisance hépatique avec une baisse des facteurs de la coagulation, il n'y a pas d'augmentation de la bilirubine, donc le foie est normal. Voilà. Quand on fait l'examen clinique, en général, il n'y a pas ce qu'on appelle d'organomégalie, en sachant qu'il y a des patients qui ont quand même des grosses rates et qui ont des formes indolentes, ce qu'on appelle un peu les formes smoldering de la maladie. Et puis biologiquement aussi, on regarde les taux de tryptase qui sont élevés dans les mastocytes, mais pas toujours. Ce n'est pas corrélé au signe de la maladie, mais en général, c'est des taux qui sont inférieurs à 200, à la différence des formes agressives où là, ça monte à des taux extrêmement élevés. Et puis on finit par faire l'ostéodensitométrie pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ostéoporose parce que ça a des applications thérapeutiques. On a quand même une vie quotidienne complètement chamboulée. Au niveau de la vie de couple, ça peut être aussi compliqué parce qu'en fait, le compagnon devient aussi un aidant. Et du coup, l'équilibre au niveau du couple n'est plus le même. Il faut que la personne malade accepte de se faire aider, ce qui n'est pas chose évidente. Au niveau de la vie sociale, on est aussi quand même fortement meurtri parce que déjà, on doit refuser pas mal d'invitations au restaurant parce que souvent, on a des régimes alimentaires qui sont un peu compliqués. Et puis aussi, parfois, on la refuse parce qu'on est vraiment obligé, parce qu'on est fatigué et qu'on n'a pas le courage de sortir. Au niveau du quotidien, il y a aussi les douleurs à gérer. Donc heureusement, parfois, on a l'appui d'un centre antidouleur qui nous aide. Il y a aussi, et ça je trouve personnellement que c'est le plus dur à gérer dans cette maladie, c'est qu'il y a un côté imprévisible à des coups de fatigue où vraiment là, on a l'impression d'un mécanisme on-off. Où d'un coup, on est vraiment obligé de se poser, de se reposer, voire de dormir. Alors, comment on traite ces patients? D'abord, la chose la plus importante, c'est de les rassurer. Leur dire, oui, on sait ce que c'est ce qu'on appelle une mastocytose. Oui, votre forme, elle est indolente, donc ça, c'est important. Ça ne va pas évoluer vers une forme agressive parce que le passage de l'une à l'autre est extrêmement rare. Donc, soyez rassurés de ce côté-là. Et vous avez une espérance de vie qui est la même que la population générale. Maintenant, ce que je vais faire, je vais évaluer les symptômes qui sont liés à la maladie. Il y a des patients qui vous disent, moi, je vais bien, j'ai aucun problème, ma seule angoisse, c'est de savoir ce que j'ai comme maladie. Cela, vous leur dites, faites ce que vous voulez, continuez à faire ce que vous avez envie de faire et on ne fait aucun traitement. Et quand même, on leur dit qu'il y a des précautions à prendre, c'est-à-dire que s'il y a des anesthésies, par exemple, parce qu'on sait que la morphine ou le curare, ça peut déclencher une poussée de mastocytose avec des chocs, on leur dit, il faut prévenir l'anesthésiste pour bien préparer. Pour les grossesses, il n'y a aucun problème. On peut faire la péridurale et souvent même les symptômes pendant la grossesse s'améliorent. C'est en général une maladie qui n'est pas transmissible. La mutation qu'on voit, elle est acquise au cours du développement, mais ce n'est pas une maladie qu'on transmet à ses enfants. Moi, je conseille aux patients de faire du sport, toujours, avec des effets bénéfiques sur l'os, évidemment, pour diminuer l'ostéoporose, mais aussi, ce que j'explique un peu de façon simpliste, c'est que quand on fait du sport au début, ça va déclencher des crises parfois. Le sport, alors les patients vont avoir mal aux muscles, ils vont être fatigués, ils vont faire des flushs, ils vont être tout rouges, mais je leur dis, continuez, tant qu'on ne fait pas de choc évidemment. Et après, le mastocyte, quand il s'est déchargé, il faut qu'il se recharge. Mais si on fait du sport régulièrement, il n'a pas le temps de le faire et au bout d'un certain temps, évidemment, il va se calmer. Et c'est des patients tout d'un coup qui disent, docteur, je peux repenser normalement, je suis plus déprimé, je suis plus anxieux, je suis plus fatigué, j'ai plus mal au ventre. Bon, très bien. Après, on essaie de voir quels sont les facteurs déclenchants pour faire de l'éviction. Alors, l'alcool, par exemple, c'est un facteur qui fait des flushs, qui fait des chocs même, donc les patients le savent eux-mêmes, ils arrêtent. L'alimentation, je leur dis, ne prenez rien d'a priori comme interdit. Vous voyez ce que vous tolérez, ce que vous ne tolérez pas, et vous adaptez votre régime en fonction de ce qui peut se passer. Évitez aussi les conditions de stress, parce qu'on sait que le stress, ça aggrave l'activation des mastocytes, qui eux-mêmes vont entraîner un stress qui aggrave et ça fait une sorte de cercle vicieux. Et des fois, simplement en évitant des stress extérieurs, professionnels, familiaux, etc., eh bien, les patients s'améliorent et on rentre dans un cercle vertueux où ils s'améliorent de façon très simple. Alors, malgré tout ça, quand même, il y a des patients qui restent très symptomatiques. Quand c'est des formes symptomatiques sur la sphère, on va dire, digestive, ce qui marche très bien, c'est les anti-H2, comme la famotidine par exemple, et puis une molécule qui n'est plus sur le marché, mais qu'on arrive à avoir dans certaines pharmacies qui font préparation magistrale, c'est le chromolysate de sodium qu'on prend avant les repas
et qui va bloquer un peu l'activation des mastocytes et qui va avoir un effet très bénéfique sur les troubles digestifs, mais aussi sur l'ensemble de l'organisme. Et puis, pour la peau, le Cigrad, c'est les anti-H1, antihistaminiques type H1. Donc ça, il marche très bien. On évite de prendre ceux qui sont sédatifs, qu'on réserve pour les poussées aiguës plutôt. Et puis on utilise parfois en plus des anti-H1 à visée à action rapide, comme les bastines, par exemple, qu'on met sous la bouche, et ça peut calmer une poussée, et en plus du traitement chronique de fond. Voilà. Et puis, pour surtout la sphère ORL, etc., on utilise le Montelukast, qui est un produit qui permet de bloquer aussi l'activation des mastocytes. Donc on a 3 traitements un peu comme ça, qui souvent arrivent à contrôler la maladie. Donc les premiers traitements qu'on m'a proposés, c'était des traitements propres aux pathologies mastocytaires, donc tout ce qui va être antihistaminique, H1, H2, du chromoglycate de sodium à prendre avant les repas. Et il se trouve que moi, j'ai pu aussi bénéficier d'anticorps monoclonaux et qui m'ont vraiment fait ressusciter. Nous avons des traitements aussi qui sont liés à tout ce qui va découler de la pathologie mastocytaire. Donc par exemple, moi en l'occurrence, je vais avoir beaucoup de pansements gastriques, inhibiteurs de la pompe à protons pour ce qui est de protéger l'œsophage. Et puis il y a aussi les douleurs. Donc là, chacun bénéficie d'un traitement antidouleur selon la molécule qui marche le mieux chez lui. Moi, en l'occurrence, c'est surtout dans la famille des myorelaxants. En résumé, on a fait beaucoup de progrès pour définir au départ qui a une forme indolente. Donc on rassure les patients sur leur pronostic global. Et puis on fait beaucoup d'efforts sur les traitements symptomatiques. Et maintenant, on a même des traitements très spécifiques, des kinases inhibiteurs pour bloquer les mastocytes qui sont hyperactifs. Voilà, ça c'est un peu l'état des lieux de la mastocytose dite indolente.